D'ailleurs, je suis parmi ceux qui lancent le débat de comparaison. Moi, je me permets quand même de comparer Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. C'était prévu de construire 145 centres de santé. C'était prévu de construire 31 hôpitaux avec 150 lits par hôpital. C'était prévu de construire 2 barrages hydroélectriques. C'était prévu de réhabiliter l'aéroport de Goma et de Bukavu. C'était prévu de construire 3700 km de route. Et rien n'a été fait sous l'égide de Joseph Kabila. C'est vrai, les opposants viennent avec ces discours de spectacle, mais au fond, leur discours est dépouillé de tout contenu rationnel et basé sur la vérité. La vérité, elle est celle-là et je l'ai étalée avec des faits le plus probants. Il est qui? Est-il citoyen congolais? Vrai ou faux? Ok. Peut-il prouver là où il est qu'il est citoyen congolais? Ce que moi je dis ici, je l'ai dit depuis Kabila. Ça n'a rien à voir avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour notre République. Reconnaître une identité des citoyens. Est-ce que c'est moi qui dois pouvoir donner l'identité aux citoyens congolais? Je parle dans les secteurs de identité de la population. Il me parle de route, il me parle de ce qu'il a fait, il me parle un discours déjà conçu à sa manière pour me l'impliquer sur le plateau. Moi, je ne suis pas venu pour... Non, attention. Je dis attention. Je veux vraiment la parole, gardez la parole. Je veux que vous puissiez rester dans l'émission. Oui, un discours conçu. Est-ce que ce qu'il a dit, ça s'est fait ou pas? Si ça s'est fait... Attendez. Il a voulu contrer, ce que moi j'avais indiqué sur le plateau ici de la télévision. Notamment la question de la perte d'identité. Et moi je pense que c'est la prise de conscience de tout le monde qui doit pouvoir faire en sorte que non, les Congolais deviennent d'abord Congolais, avec une perte d'identité congolaise. Ça c'est un élément important. Dans aucun pays au monde, vous n'allez pas trouver les citoyens qui vacillent et qui vont gauche-droite sans une identité. Moi, je me rappelle trop bien, à Grande-Bretagne, à Londres, il n'y a pas d'identité. Mais il y a PIN number pour chacun. Chacun a le PIN number. PIN number, c'est les numéros pour lesquels les systèmes britanniques avaient décidé d'octroyer à chacun d'eux pour contrôler qui est qui et comment on doit pouvoir faire de leur pays. Monsieur Michel Kitoko, le co-débatteur qui est en face de vous est un juriste et de surcroît un avocat des professions. Vous pouvez avoir un visage dédain ou le sens de dénigrer les co-débatteurs qui est en face de vous, je vous le concède. Moi, j'ai de l'estime envers qui que ce soit parce que le respect, c'est ça, ma culture et mon éducation politique. Si vous ne savez pas, la dimension de la souveraineté devient un élément qui atteste l'effectivité de l'État lorsqu'il s'agit de la question de la reconnaissance de votre souveraineté dans le concert des nations. Parce que cette notion de souveraineté, je l'ai dit, a double facette. La souveraineté de l'État, à ne pas confondre avec la souveraineté dans l'État. Chers Congolais, vous êtes en train de suivre un peu partout dans le monde. C'est votre émission au centre, comme d'habitude.
Vous suivez ces grands plateaux avec les têtes bien faites de la République. Avant ces plateaux, j'avais reçu M. Jean-Marie Kassamba et après, j'ai reçu M. Christopher Ngoy. Aujourd'hui, c'est ces grands plateaux que vous avez voulu à ce que les têtes bien faites de la République puissent réfléchir autour des questions importantes de la nation. La situation sécuritaire reste d'actualité et aussi la situation économique. On en parle sur ces plateaux parce que le gouverneur de la banque, il était au Parlement également. Le ministre de l'économie, Mokoko Samba, était au Sénat. Est-ce la situation économique du Congo est maîtrisée par le gouvernement soumis? Ou soit c'est une fièvre qui risque d'empirer les corps RDC qui est déjà malade? On va en parler sur ces plateaux. J'annonce déjà sur ces plateaux, je suis avec M. Manix Iyenda, l'homme qui soutient les actions du chef de l'État, un Congolais de bonne qualité, un jeune des valeurs, repère pour plusieurs personnes. M. Manix Iyenda, soyez le bien. Merci beaucoup, M. Delphin Kassongo, et je profite à l'occasion de saluer notre estimé peuple qui nous suit en ces nets moments, le Congolais de la diaspora, autant pour le Congolais du Congo profond. J'ose croire que ces débats d'aujourd'hui, ce serait un débat édifiant pour notre peuple, un débat d'altérité, un débat de respect mutuel, un débat de haute facture, un débat qui va davantage renforcer la qualité de la démocratie de notre pays. Merci. De l'autre côté, nous avons M. Michel Kitoko. Il est directeur de la fondation Patrice Emery Lumumba. C'est un lumumbiste vacciné, un vrai patriote. M. Michel Kitoko, soyez le bien. Merci de m'avoir invité. Avec les diverses actualités d'aujourd'hui, dont je suis venu pour participer à cette émission de façon à faire transmettre un certain nombre d'éléments et de connaissances au peuple congolais pour ceux qui en veulent. Alors, il y aura également des autres invités qui vont s'ajouter, Maître Oscar Mouliaï, qui va entrer dans quelques minutes, et puis de l'autre côté, il y aura Maître Armand Lokeka. Les embouteillages fassent que les deux autres ne puissent pas arriver à temps, mais avant la fin de cette émission, vous allez le voir. Mais cela ne nous empêche pas de décrypter déjà avec les deux têtes bien faites de la République démocratique du Congo qui sont déjà ici avec nous. Mais je préfère ouvrir l'émission avec M. Michel Kitoko. L'actualité reste dominée également par la situation économique. Parlons-en parce que nous avons chuté avec la situation sécuritaire. M. Michel Kitoko, je me rappelle, il y a 3 ans, 4 ans, je vous avais reçu, vous étiez initiateur d'un mouvement Pesa Fongola Yamboka. Aujourd'hui, pensez-vous que la clé que vous cherchez sur le plan social, le régime Tshisekedi a trouvé la formule pour quand même calmer la situation? Bon, moi je pense que ce n'est pas au niveau de la personne indiquée président de la République qui doit pouvoir disposer de cette réponse et à cette préoccupation de Pesa Fongola Mboka. Mais je crois très bien qu'au niveau même de la connaissance réelle, que le Congolais, l'ensemble de nos compatriotes congolais doivent comprendre à quel niveau et sous quel état nous y sommes aujourd'hui. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, il n'y aura personne pour me contredire ici sur le plateau, parce que la situation dans laquelle le Congo se retrouve aujourd'hui ne sont pas indicateurs qui montrent que non, le Congo se trouve dans une voie correcte et bonne. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis. Depuis, nous avons ici l'ensemble de nos compatriotes congolais que vous voyez ici, sans pièce d'identité. Sans pièce d'identité. Et il n'y a même pas au niveau de la puissance publique quelqu'un qui va dire qu'on l'a transmis un courrier par la poste. Rien du tout. Ces deux éléments montrent la décadence réelle de la puissance publique de notre République démocratique du Congo. Et par là, je peux même dire que non, c'est un État qui continue à vivre dans une situation de décadence absolue. Et ça, ce n'est pas normal. Et moi, je pense que c'est la prise de conscience de tout le monde qui doit pouvoir faire en sorte que non, les Congolais deviennent d'abord Congolais,
avec une pièce d'identité congolaise, ça c'est un élément important. Dans aucun pays au monde, vous n'allez pas trouver les citoyens qui vacillent et qui vont gauche-droite sans une identité. Moi, je me rappelle trop bien, à Grande-Bretagne, à Londres, il n'y a pas d'identité. Mais il y a PIN number pour chacun. Chacun a le PIN number. PIN number, c'est les numéros pour lesquels les systèmes britanniques avaient décidé d'octroyer à chacun d'eux pour contrôler qui est qui et comment on doit pouvoir faire de leur pays. Le seul pays que moi je connais. Mais le nôtre ici, c'est on laisse la population dans une situation vague et dont le repère devait venir de la puissance publique pour leur donner, leur identifier et leur donner la pièce d'identité. Ça, c'est un élément important. Alors, voilà pourquoi moi j'ai dit, jusqu'à maintenant, comme ce n'est pas encore arrivé, il faut, Pesa Fongolo et Mboka, ça veut dire que non, il faut faire un effort de façon à ce que le Congolais puisse retrouver la clé et de l'orientation du chemin pour lequel il doit pouvoir vivre dans leur propre pays. Merci. Alors, M. Manix, vous soutenez personnellement les chefs de l'État et ses actions. Ça fait 6 ans déjà, près de 7 ans. Pourquoi, selon les opposants, les chefs de l'État n'ont pas pu ouvrir la voie ou avoir la clé pour trouver les solutions aux problèmes des Congolais? Ben, vous savez, M. Delphin Kassongo, moi, d'habitude, je ne suis pas trop attaché à la démarche ou aux approches des opposants congolais, parce que j'estime que les opposants congolais n'ont pas de substance politique, ils n'ont pas de contenu. Et parfois, je me demande, ils s'opposent à quoi? Parce que lorsqu'on s'oppose à un modèle de gouvernance qui a été proposé par les détenteurs de pouvoir, vous, en tant qu'opposition, vous devez être à même de proposer un paradigme contraire. Malheureusement, quand il s'agit des paradigmes contraires, ces débats-là, on ne le fait pas. En longueur de journée, les débats des opposants tournent autour de l'individu Tshisekedi, alors que le peuple veut un véritable débat des qualités où chaque bord viendra avec son offre politique des qualités à proposer au peuple avant de solliciter son suffrage. Et donc, moi, je ne m'emporte pas au gré de l'opposition politique parce que c'est une opposition vidée de tout son sens. Mais je voudrais quand même revenir un peu à ce qu'a dit mon co-débatteur tout à l'heure. Monsieur Michel qui a semblé lancer un défi, parce qu'il a dit « Je ne pense pas que sur ce plateau, il y aurait quelqu'un qui pourrait me contredire lorsque je dis que la situation d'aujourd'hui, je comprends la globalité de sa compréhension, la situation d'aujourd'hui est plus grave. Donc je suppose qu'il est en train de comparer la période d'hier à la période d'aujourd'hui. Et d'après mon co-débatteur, aujourd'hui, la situation devient beaucoup plus grave qu'hier. Je voudrais rester factuel sur cette approche. Et d'ailleurs, je suis parmi ceux qui lancent le débat de comparaison. Moi, je me permets quand même de comparer Joseph Kabila et Félix Tshisekedi en termes d'action et même des qualités de gouvernance. Vous dites qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Aujourd'hui, la situation devient très grave. Je vous donne un indicateur qui atteste d'ailleurs l'amélioration en termes de gouvernance dans le chef de ceux qui détiennent les bâtons de commandement aujourd'hui. Je prends l'indicateur contrat chinois. Ce contrat a été signé en 2018 sous l'égide de M. Joseph Kabila comme président de la République. Et la base de ces contrats, c'était les minéraux contre l'infrastructure. 2018 ou 2009? 2008. 2008. Depuis 2008, par Joseph Kabila comme président de la République. Et l'objet même de ces contrats dits chinois consistait aux minéraux contre l'infrastructure. Et dans ces contrats, il était une question d'une réciprocité d'obligations entre les deux parties. Au-delà de l'exploitation minière qui aujourd'hui est évaluée à plus de 7 milliards de dollars que la partie chinoise a tiré comme profit,
C'était prévu pour la partie chinoise de construire au bénéfice de la RDC 5000 logements sociaux. C'était prévu de construire 145 centres de santé. C'était prévu de construire 31 hôpitaux avec 150 lits par hôpital. C'était prévu de construire 2 barrages hydroélectriques. C'était prévu de réhabiliter l'aéroport de Goma et de Bukavu. C'était prévu de construire 3700 km de route. Et rien n'a été fait sous l'égide de Joseph Kabila. Tshisekedi arrive. Il s'appuie sur le levier IGF, Inspection Générale des Finances, pour accélérer sur la question de contrôle, vérification de finances publiques, notamment sur cette question de contrat chinois. Alinguete a pondu tout un rapport sur cette question et il nous a même révélé cet investissement déséquilibré au profit de ces Chinois qui ont exploité plus de 7 milliards de dollars au travers de l'exploitation minière au détriment de notre pays. Et sous l'égide du président Tshisekedi, on a imposé la révisitation du contrat chinois. Imposer la révisitation du contrat chinois au nom de l'exigence d'une bonne gouvernance au profit du peuple. Aujourd'hui, résultat, vous avez la route rocade. C'est le résultat du contrat chinois sous le modèle de gouvernance de Félix Tshisekedi. Résultat, vous avez la route Kalambambouji. Résultat de la gouvernance de Tshisekedi dans ce contrat chinois qui n'a pas été profitable au peuple congolais sous l'égide de Joseph Kabila. Ça, c'est une différence. Donc, lorsque vous dites qu'aujourd'hui, les choses ne marchent pas, ça c'est faux. Et voilà pourquoi, au prologue de mon intervention, j'avais dit, c'est vrai, les opposants viennent avec ces discours de spectacle, mais au fond, leur discours est dépouillé de tout contenu rationnel et basé sur la vérité. La vérité, elle est celle-là et je l'ai étalée avec des faits le plus probants. Merci. Alors, M. Michel Kitoko, j'aimerais que vous puissiez les rencontrer par rapport à ce qu'il a dit, parce que vous dites que jusqu'aujourd'hui, la situation sociale ou économique du Congo est grave sur base de ce qu'il a avancé. Juste un seul indicateur. Hein. Est-ce qu'il y a eu l'amélioration ou pas? Ben, je suis en train de me poser la question si il comprend un peu ce que je viens de dire. S'il a vraiment bien saisi, il est qui? Est-il citoyen congolais? Vrai ou faux? Ouais. Ok. Peut-il prouver là où il est qu'il est citoyen congolais? Ou bien il va seulement raconter, je suis né à tel endroit, je suis ceci, mon père s'appelle tel, et ainsi de suite. Lui-même qui va pouvoir le dire. Et c'est ça ce que moi je dis. Ce que moi je dis ici, je l'ai dit depuis Kabila. Ça n'a rien à voir avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour notre République. Reconnaître une identité des citoyens. Est-ce que c'est moi qui dois pouvoir donner l'identité aux citoyens congolais? Je me répète. Hein. Non mais attendez. Je parle dans les secteurs d'identité de la population. Il me parle de route, il me parle de ce qu'il a fait, il me parle un discours déjà conçu à sa manière pour me l'impliquer sur le plateau. Moi, je ne suis pas venu pour... Non, attention. Je dis attention. Je veux vraiment la parole, garder la parole. Je veux que vous puissiez rester dans l'émission. Oui, un discours conçu. Est-ce que ce qu'il a dit, ça s'est fait ou pas? Mais si ça s'est fait... Attendez. Il a voulu contrer, ce que moi j'avais indiqué sur le plateau ici de la télévision. Notamment la question de la pêche d'identité. Avez-vous la pêche d'identité, vrai ou faux? C'est ça le problème. Et ça concerne tout le monde, des opposants à Tshisekedi et de ceux qui sont pour Tshisekedi. C'est pour l'ensemble de la population, messieurs. Ça, c'est un élément. Il ne faut pas dire aujourd'hui, du temps de Kabila, ce n'est pas fait, du temps de Mobutu au moins. Nous l'avons tous combattu pour qu'il s'en aille. Au moins c'est une pêche d'identité aéroise. Attends, c'est pas question d'impact, mon Dieu. Une question en dehors de... Mais attendez. Justement, d'abord, ça permet à ce que nous sachions
qui nous sommes. Identifier la population. Mais non seulement identifier la population, mais la population elle-même va reprendre les dynamiques là de l'administration générale de notre République établie. Les statistiques sont importantes. Ce n'est pas les statistiques de la pièce d'identité. C'est l'État qui doit pouvoir donner la pièce d'identité, pas que le ministère de l'Intérieur. Ok. Alors maintenant, une fois que cela est déjà produit, deuxième cas, la lettre postale, une lettre simple, dans n'importe quel État au monde, vous allez avoir l'État qui vous envoie un courrier chez vous, à la maison, parce que vous êtes reconnu comme citoyen, vous avez ceci ou cela, il vous envoie un courrier que vous observez, que vous devez répondre sur base de la reconnaissance que vous êtes citoyen congolais, vous devez payer le fisc, vous devez payer ceci ou cela. Dans toute la ville province de Kinshasa, avec tous les bâtiments que vous voyez ici, il n'y a personne qui dispose de cette condition-là ou de cette qualité de dire oui, moi j'ai reçu un courrier de l'État congolais. Voilà, je dois pouvoir faire ceci ou cela. C'est important. D'afficher une photo où le chef de l'État avait reçu sa carte d'identité au ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas le pas. Non, les images parlent, j'aimerais que vous puissiez... Oui, je réagis. Je connais cette affaire. Et je me rappelle, je me répète encore. Le président de la République, il va vous dire qu'il a son passeport. Il a sa pièce d'identité à lui. Mais qui ne connaît pas qu'il est président de la République? Et la seule personne, vous pensez que non, la seule personne au Congo qui doit pouvoir disposer d'une pièce d'identité ou d'un passeport, je ne sais pas quoi, pour s'identifier que non, il est réellement citoyen congolais, c'est lui? On avait déjà commencé le Mais non, 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 ça s'est arrêté. Okay. Non, moi, je vous dis, ça c'est tellement grave que je me répète, du temps de Kabila, je l'ai dit, et des temps de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je l'ai dit. Merci. Et je marque encore. Merci. Alors, j'ai l'impression que M. Michel Kitoko conditionne le développement, même d'autres secteurs. Ce n'est pas le développement, c'est l'existence de l'État. Merci. La puissance publique. Alors, M. Manexi Yenda, est-ce qu'il y a moyen de les rencontrer? Il a raison, il a tort. Avant d'aller dans tous ces discours conçus, lui dit les choses simples que tout un État responsable peut avoir, mais sous Tshisekedi, on n'en a pas. Je voudrais quand même demander à mon co-débatteur d'un peu de lucidité, s'il vous plaît. Ce débat est un débat intéressant et ces peuples qui nous suivent en ces nets moments doivent tirer quelque chose de plus important venant de nous en tant que leaders de société. Si je me suis permis de vous donner un indicateur sur la question du contrat chinois, c'est parce qu'au départ, la question qui a été posée par le journaliste était une question axée sur l'économie et le social. Je ne sais même pas par quelle magie intellectuelle vous vous êtes migré d'une question économique et sociale à une question de carte d'identité et même des lettres postales. Je ne sais pas comment vous avez fait pour vous retrouver à ce stade-là. Qu'à cela ne tienne, vous avez votre liberté de penser. Mais je vous demande simplement d'un peu de lucidité. Il poursuit encore en disant, il insiste sur cette question des cartes d'identité parce que c'est cela l'existence de l'État. Oui, oui. Monsieur Michel Kitoko, le co-débatteur qui est en face de vous est un juriste et de surcroît un avocat des professions. Vous pouvez avoir un visage dédain ou le sens de dénigrer les co-débatteurs qui est en face de vous, je vous le concède. Moi, j'ai de l'estime envers qui que ce soit parce que le respect, c'est ça, ma culture et mon éducation politique. Mais je vous rappelle quand même que je suis un juriste et un avocat de profession. Et en tant que juriste, parce que vous vous moquez de ma qualité de juriste, mais je vous rappelle quand même les petits béabas de droit et sur cette question de l'existence de l'État. L'État n'existe pas à cause d'une carte d'identité, monsieur. Le droit que nous avions appris sur la notion de l'État et même de l'existence de l'État, il y a 4 éléments majeurs
Je parle de 4, s'il vous plaît. Mais enfin, écoutez, calmez-vous. Allez-y. Non, dès qu'il termine, vous aurez la parole. Allez-y. S'il vous plaît. Citez-moi les 4 éléments de l'État. Allez-y. Allez-y. Que vous enseignez. Calmez-vous. 4 éléments fondamentaux. Non, s'il vous plaît. Dès qu'il finit, vous allez prendre la parole. Ok. je suis très content parce que il devient quand même un tout petit peu agité. Mais j'aimerais bien, dans les 3 éléments que lui connaît en tant qu'expert sur cette question de la notion de l'État, C'est un enseignant du qu'il me cite la carte d'identité. Voici les éléments constitutifs de l'État. Vous avez 1, le territoire, la tribu majeure. Vous avez 2, la population. Vous avez 3, le pouvoir. Et enfin, vous avez 4, la souveraineté. Et la question de la souveraineté a toujours été perçue sous une parallaxe binoculaire. Malheureusement, le professeur veut faire de son ignorance une maladie contagieuse. Moi, j'ai mon antidote. Je ne serai pas contaminé par ce que vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, la dimension de la souveraineté devient un élément qui atteste l'effectivité de l'État lorsqu'il s'agit de la question de la reconnaissance de votre souveraineté dans le concert des nations. Parce que cette notion de souveraineté, je l'ai dit, a double facette. La souveraineté de l'État, à ne pas confondre avec la souveraineté dans l'État. Lorsqu'on parle de la souveraineté dans l'État, ici, il est question de la force publique que l'État incarne au sein de la circonscription territoriale. Mais par contre, lorsqu'on parle de la souveraineté de l'État, ici, il s'agit de la reconnaissance de votre souveraineté comme État dans un concert des nations, en l'occurrence, le cadre des organisations internationales. Et les principes de base dans une organisation internationale, c'est le principe de l'égalité entre les États. Et ce principe de l'égalité entre les États, il s'agit de l'égalité des souverainetés. C'est-à-dire, au sein des Nations Unies, la France, en termes de souveraineté, est égale à la RDC en termes de souveraineté, parce que les 2 États sont des États souverains et autonomes. Et donc, cette question de souveraineté entre. Et d'ailleurs, dans ce débat-là, certains penseurs ont élargi les champs de la compréhension de l'existence de l'État au travers de ces éléments qui les constituent. D'autres même ajoutent la Constitution comme l'un des éléments constitutifs de l'État. D'autres encore ajoutent la monnaie comme l'un des éléments constitutifs de l'État. C'est comme ça que je vous ai dit, monsieur le professeur, si votre champ de compréhension sur la notion de l'État est limité, ne faites pas de votre ignorance une maladie contagieuse. Et donc, aujourd'hui, vous comprendrez avec moi que le professeur est pratiquement à côté de la plaque. Et en parlant même des cartes d'identité pour finir sur cette question. Je voudrais que le professeur soit quand même cohérent vis-à-vis de ces peuples Professeur Michel respectueux Kitoko, qui nous suivent. Lorsqu'il a dit au départ de cette émission que la situation est devenue aujourd'hui pire, il faisait la comparaison par rapport à quelle période? Il a dit, de la même ardeur avec laquelle j'ai critiqué Joseph Kabila, c'est de la même ardeur que je critique Tshisekedi. Je suis bien d'accord avec ça. Mais à l'époque de Joseph Kabila, vous avez obtenu une carte d'identité? Non. Mais voilà maintenant la seule différence. Et il a même reconnu ça sur le plateau. Il dit, sous Tshisekedi, le processus a commencé. Mais ça s'est arrêté quelque part. Est-ce que sous Joseph Kabila, le processus avait commencé? Maintenant, sur base de quelle logique, vous, dans votre comparaison de période, vous considérez la période de Tshisekedi comme la plus mauvaise période comparativement à la période d'hier? Merci. Voilà pourquoi je vous demande... 5 secondes de chute. 5 secondes de chute, je vous donne la parole. Il chute 5 secondes, je vous donne la parole. Non, mais je ne sais pas pourquoi le professeur est trop agité aujourd'hui. Suffisamment de minutes. 5 secondes de chute. Chutez, monsieur Manik. Je ne sais pas par quelle logique des comparaisons, le professeur considère la période d'aujourd'hui comme la période la plus pire par rapport à celle d'hier. Merci, monsieur Manik. Je lui demande de lucidité, s'il vous plaît. Merci, calmez-vous. J'aimerais je suis très calme. J'aimerais que nous puissions rester élégants. On peut se choquer sur le plan des idées, mais restons élégants. Alors, et non agités, bien sûr. Professeur Michel Kitoko, directeur de la Fondation Patrice Emery Lumumba, initiateur de ce mouvement Pesa Fongolo et Mboka, je vous donne suffisamment le temps. S'il y a les arriérés à payer, vous devez les payer. Mais j'aimerais que nous puissions rencontrer la question économique. Est-ce ce que le régime Tshisekedi fait aujourd'hui, ça soulage quand même tant soit peu la population? Oui.
vous vous revenez sur la question économique. Parce que vous Mais attendez. Non, attendez. Ne dévions pas la problématique de l'existence de l'État. Il a commencé à donner 4 éléments fondamentaux de l'existence d'un État. Moi, j'en dis 3 principalement. Les territoires, tu as la population, tu as la puissance publique. Et quand ces 3 éléments sont tellement réunis et que les territoires et la puissance publique avec sa population, et c'est là qu'au niveau de la reconnaissance à dimension internationale, vous avez le cas de la Palestine, qui n'est pas encore reconnu comme État au niveau des Nations Unies. Vous voyez? Mais à partir du moment où il a les territoires, il a la population, il a la puissance publique, là maintenant, il y a des éléments pour lesquels on peut le reconnaître le droit d'exister en tant qu'État souverain. Vous comprenez? Il y a une différence. Alors, là, mais attendez, ce n'est pas question d'approche, ce sont des approches scientifiques. Alors maintenant, il veut maintenant me dire que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en a déjà donné la carte d'identité ou la pièce d'identité aux Congolais. Parce que lui-même, il en dispose. Est-ce que vous comprenez? Non, mais si, c'est ce que vous voulez me faire comprendre. Moi, je ne viens pas ici sur le plateau pour contrer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes à côté de la plaque et à côté de monsieur. Moi, je suis lumumbiste, monsieur. Je suis républicain. Je parle de cette question-là depuis l'époque de départ de Maréchal Mobutu. Vous comprenez? Alors, l'essence même d'exister de citoyens congolais ici, ce n'est pas la reconnaissance d'une puissance publique qui doit pouvoir reconnaître les hommes et les femmes qui sommes nous. Au travers quoi? Au travers un élément fondamental qu'on appelle une pièce d'identité. Deuxième élément fondamental. Alors, les courriers simples. Les courriers postaux. Non, mais il est en train de rigoler, mais moi je dis des choses vraies. Un courrier simple qu'on doit pouvoir adresser de telle ou à telle personne indiquée. Ça n'existe pas. La poste, le président de la République connaît très bien la poste, même il a été en Belgique. Il connaît comment la poste fonctionne. Moi j'ai été en France. Tout le monde sait comment la poste fonctionne. La poste fonctionne sur base des indicateurs que tel citoyen habite à tel endroit et si l'État a un droit à lui adresser, il lui adresse un courrier. Et ici, nous sommes dans une bouillabaisse qui ne dit pas son nom. Ça doit-il continuer? Ce désordre-là doit-il continuer jusqu'à quand ça peut se terminer? C'est là l'épreuve principale de l'existence de notre pays, de notre État. Vous pouvez être ici sur le plateau de la télévision, mais vous pouvez avoir ne serait-ce qu'un petit souci, un petit rappel, que les citoyens qui sont à Kingasani sont juste des citoyens qui vacillent comme ça, dont au niveau de la reconnaissance réelle d'une puissance publique et face à cette population, il n'y a rien qui se trame, il n'y a rien qui se fait. Or, que ce soit quelqu'un qui habite à Kingasani, Talingouala, habite Mungafula, tout ça, tout cela sont dans la responsabilité d'une puissance publique appelée l'État. Mais si l'État n'arrive pas à produire ça, c'est déjà un problème. Vous comprenez? Ce que nous sommes en train de débattre ici sur le plateau, ce sont des choses qui vont rester dans les annales et dans l'ambiance. Mais ce n'est pas... Attention. Attention. Il vous demande d'être cohérent, parce que dans chaque thématique, il y a quand même une logique. Je n'avais pas évoqué la question économique. J'ai commencé à évoquer la question existentielle de ce que nous appelons État. Vous comprenez? C'est ça qu'il est en train de matraquer, chercher des voies et moyens pour essayer de se défausser de ses responsabilités. Sur la question économique. Ok, vas-y. Sur le plan économique, allons-y. Qu'est-ce que nous avons à nouveau sur le plan économique? Je vous donne un exemple simple. Pensez-vous que la République démocratique du Congo, avec le budget dont la République est sur toute l'étendue de la République, vous pensez que vraiment ça mérite que ce pays puisse vivre avec ce budget-là? Un État comme la République démocratique du Congo? Allez-y ici au Congo-Brazzaville, on va vous donner un budget de combien? Au Congo-Brazzaville ici, en face, un petit pays.
qui n'égale même pas une commune de notre République démocratique du Congo, comme la ville de Kinshasa. Ce n'est même pas égal. Mais un petit pays avec un nombre d'habitants limité. Vas-y au Gabon. Allez voir les Gabon. Un petit pays aussi. 1 200 000 habitants sur toute l'étendue de la République. Ce n'est même pas la commune de Mongafula. Mais c'est tout un pays. Nous sommes une république pour laquelle l'ensemble des Congolais, et non pas d'Afrique, l'ensemble des Africains, regardent et pensent que notre pays, le jour que ça peut démarrer, c'est ce jour-là que l'Afrique prendra son souffle hégémonique. Et c'est à ce jour-là que beaucoup de pays vont dire oui, c'est le départ pour notre continent, l'Afrique. Et nous devons prendre conscience de tout ça, de tous ces éléments. Alors, lorsqu'on me dit un budget de l'ordre de 10 milliards de dollars... 16. Ah oui, mais 16 aujourd'hui, près de 20. Ça n'équivaut même pas à un budget d'une petite province d'un pays de l'Union européenne. Donc pour vous, c'est une honte? Mais ce n'est pas une honte. Non, attendez, ce n'est pas une honte. Mais c'est une réalité pour laquelle nous y sommes aujourd'hui. Je ne dis pas que la personne qui a créé ça, c'est Félix-Antoine Tshilombo. Mais c'est nous-mêmes qui avons créé ça. Même à l'époque de Maréchal Mobutu, il y avait des budgets. Alors nous devons prendre conscience de ça et essayer de voir le voisin moyen qui vont permettre à ce que notre pays, l'économie de notre pays puisse s'orienter dans les cadres de développement de notre pays, de notre République, au travers toutes les provinces de notre pays. Vous gardez la parole. Pourquoi ne pas saluer les efforts au lieu d'avoir toujours de faire des critiques sévères contre le régime, du moment que nous quittons d'un endroit et apparemment sous Félix, on est en train d'évoluer. Quelle critique? Il faut les citer. Quelle critique? Demander à ce que les citoyens disposent de... C'est une critique. Demander à ce que le peu de moyens que nous pouvons disposer puisse s'orienter de telle ou telle manière, c'est une critique. Alors, ça veut dire que c'est une critique positive. Merci. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient sur le plateau pour raconter des choses en l'air. Merci. Les choses que moi je suis en train de dire aujourd'hui sont tellement crédibles et que l'ensemble de la population, des gens qui nous regardent sur le plateau, comprennent réellement que les soucis que nous avons pour l'ensemble, non seulement des Congolais, pour le bien-être de notre République démocratique du Congo et pour l'orienter de façon à ce que les choses se fassent correctement. Je ne suis pas venu ici sur le plateau pour parler de je suis pour telle personne ou tel individu. Non, moi je suis pour la République démocratique du Congo. Alors, j'aimerais que le public également confirme votre crédibilité par rapport à vos propos. Alors, Monsieur Manix, Yenda, oui, selon lui, le Congo ne mérite pas les budgets qu'on a. Il ne faut même pas louer cela parce que le Congo est grand. Il a même cité Brazza, Gabon, donc des petits pays qui ont des budgets plus que nous. Est-ce que ça ne fait pas la honte de dire que Tshisekedi a amélioré avec un budget maigre comme ça? C'est honteux quand même pour un grand pays comme le Congo. Vous savez, je suis très d'accord avec les discours de mon compatriote lomonguiste, républicain de son État. Mais le plus grand péché du professeur aujourd'hui dans ces débats, c'est le fait de dire à l'entame de sa prise de parole que ce que nous vivons aujourd'hui est pire par rapport à ce que nous avions connu hier. Ça vous a choqué? Non, mais ça ne peut que choquer le peuple pour qui il défend. Pourtant, dans la version de compréhension de réalité du pays, le peuple sait que le Congo que nous avions connu hier, comparablement au Congo que nous avons aujourd'hui, c'est vrai, les problèmes des Congolais ne sont pas résolus de manière globale, mais nous avions quitté d'un point A vers le point B. Alors dire aux Congolais qu'aujourd'hui nous vivons le pire, je ne sais même pas si ces Congolais-là peuvent accorder une certaine crédibilité à une telle pensée politique. C'est en cela que je demande toujours un peu de lucidité et de cohérence dans ce qu'on dit. Monsieur Delphin, vous savez, moi je suis très engagé aujourd'hui à faire un vrai débat. Parce que très généralement, il y a des gens qui nous ont apporté ce qu'on appelle le filtre dans la politique.
la politique des make-up. On dit maquillage n'est longi. Pour donner l'impression aux Congolais que pas pour ça malam. Donc on peut dire que ça maquillage, il y a make-up politique. Dans ce pays, on nous a parlé des 5 chantiers, n'est-ce pas? Dans ce pays, on nous a parlé de la révolution de la modernité, n'est-ce pas? Si réellement que nous avions connu les effets positifs de 5 chantiers dans ce pays, est-ce que Kinshasa retourne à chaque pluie? C'est-à-dire, si Kinshasa inonde après chaque pluie aujourd'hui, cela prouve à suffisance que ce qu'on nous a présenté comme 5 chantiers, ce n'était qu'une véritable escroquerie politique. Parce que s'il y avait 5 chantiers dans ce pays, Tshisekedi n'allait pas se concentrer sur cette problématique de route, surtout au niveau de Kinshasa. Il allait se concentrer à autre chose au nom de la continuité de l'État. Accepter quand même que Kabila avait fait quand même des choses, 5 chantiers. C'est vrai, il n'avait pas tout fait, mais du moins quand même, 5 chantiers, révolution de la modernité, on a vu les images, un peu circulé partout. Le boulevard ici, c'est grâce à Kabila, 5 containers, Kabila, hôpital, c'est Saint-Louis, Kabila, quand même. Je suis fortement convaincu que vous n'êtes même pas convaincu de ce que vous dites. Non, mais moi j'ai vu les images à la télé. Non, mais c'est parce que ces images-là vous ont été relayées par les vendeurs d'illusions. Ceux qui ont utilisé la méthode de la réclame, qui consiste à exagérer la publicité alors que dans le contenu, il y a un vide. Sous Joseph Kabila, effectivement, il y a eu un vide en termes de résultats sur chaque question majeure qui touche la vie de la population congolaise. Et moi, je suis prêt à faire un débat sectoriel. En parlant du budget, parlons-en. Encore que sur cet angle du budget, s'il faudrait se permettre à faire un effet comparatif entre les 2 périodes, tous nous savons aujourd'hui qu'il y a quand même un progrès. Parce que nous venons de 5 milliards. Aujourd'hui, nous parlons de 16 milliards comme budget. Mais c'est toujours insignifiant, selon monsieur. Je suis très d'accord. C'est toujours insignifiant par rapport aux problèmes que nous avons dans notre pays. Mais dire qu'aujourd'hui, nous vivons le pire, ça, c'est du mensonge. Comment un enfant, votre fils, peut comprendre une logique selon laquelle mon fils, hier, j'avais un téléphone. Aujourd'hui, j'en ai 3 téléphones. Mais ce que je vis aujourd'hui, par rapport au nombre de téléphones, j'ai vu le pire. Mais le fils va vous dire, mais papa, hier, vous avez un seul téléphone. Alors qu'aujourd'hui, vous en avez 3. Ça veut dire que vous faites quand même un petit progrès. Ça, c'est un exemple banal. Ça veut dire que le budget de 16 milliards, tout comme de 20 milliards, c'est vrai, c'est insignifiant, mais c'est un pas vers le progrès. Et tout ce que nous demandons aux opposants, c'est de reconnaître quand même ce qui est fait. Mon frère Delphin Kassongo, vous savez par exemple sur cette question de la gratuité de l'enseignement de base. Je prends un peu le secteur de manière... Vous savez que hier, nous n'avions pas eu la gratuité. Les enfants n'avaient pas accès au circuit de scolarité de base. Il est vrai aujourd'hui dans le débat, on pose la question de la qualité de l'enseignement. J'en veux bien parce qu'il s'agit de la survie de nos enfants et même de l'avenir de ce pays. Mais hier, ces enfants-là n'avaient pas droit d'accéder au circuit de scolarité de base. La gratuité est venue avec comme conséquence directe prise en charge financière de plus de 600 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire national. L'argent, que l'État paye les enseignants. D'où tire cet argent? Ça vient de quel pays ou de quel bailleur de fonds? Donc c'est l'impact de l'augmentation du budget Non, ça veut tout simplement dire, aujourd'hui, le gouvernement a réfléchi dans le sens de diminuer la charge financière qui autrefois pesait sur les dos des parents que nous sommes, parce que la scolarité de nos enfants a été prise en charge par nous-mêmes en tant que parents, et l'État a récupéré cette responsabilité financière et l'État s'engage à payer les enseignants. Et pour ça, il y a un prix à payer, parce que l'État débourse de l'argent pour payer ses enseignants. De deux, en termes de nombre d'écoles, pour pallier à cette problématique d'accès, parce que les salles de classe qui ont reçu une floraison d'enfants par rapport à la gratuité, ces salles de classe n'arrivent plus à contenir le nombre parce que le nombre d'enfants a
augmenter. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut impérativement construire des nouvelles infrastructures scolaires pour pallier à cette problématique de la qualité. Maintenant, dites-moi, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, qui a plus construit des écoles pour pallier à cette problématique de la qualité de l'enseignement? Il semble qu'à l'époque de Matata, il y avait le projet 1000 écoles. S'il vous plaît. Il y avait le projet 1000 écoles sous Matata. Beaucoup de temps. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y avait le projet 1000 écoles sous Matata, c'est avec Kabila. Non, mais vous semblez m'arracher la parole pendant que mon co-débatteur a eu beaucoup de temps. Non, non, mais je voulais tout simplement vous... Non, mais il s'agit de quelle école? Vous avez compté 1000 écoles? Vous avez construit 1000 écoles où les projets existaient, monsieur écoutez, mon frère. Arrêtons... S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Arrêtons de prendre le Congolais comme des moutons de pâturage. Okay. Moi, j'aimerais bien que l'on reste critique, mais dans l'objectivité et dans la vérité. Dire que le Congo d'aujourd'hui est un Congo paradis, ça, ce serait du mensonge. Dire qu'aujourd'hui, tout va bien, ça serait du mensonge. Dire que le président de la République a réussi à répondre aux déshydratats de la population congolaise, ça serait du mensonge. Mais dire que rien n'est fait aujourd'hui, c'est ça, le gros mensonge que je ne laisserai pas planer sur ces plateaux. Merci. C'est en cela que j'impose en fait cette logique de la vérité pour dire quand même, c'est vrai, les choses ne marchent pas, mais il y a un progrès par rapport à ce que nous avions connu dans le passé. Merci. C'est plus simple que ça. Alors, monsieur Michel... En réalité, moi, avec monsieur Michel, on ne se contredit pas, mais seulement, il y a un problème de logique et de cohérence qui se pose du côté du professeur. Merci. Je vous donne la parole. Calmez-vous. Je vous donne la parole. Mais j'aimerais que les gens comprennent, parce que dans ce secteur économique, il y a ceux qui disent que Félix Tshisekedi a amené le pays au point A, au point B, mais il y a aussi certaines personnes qui disent oui, c'est cosmétique ce budget parce que sur le plan social, ils sentent rien. Au début de votre parole, vous avez dit quel est l'impact? Est-ce que la population se retrouve? Aujourd'hui, c'est pire. Ce que Manex a dit, il n'y a pas eu l'impact dans quelques secteurs par rapport à l'augmentation du budget. Au fait, le problème, c'est quoi? Lorsqu'on veut structurer ou qualifier l'existence de la République démocratique du Congo entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça le grand problème. Et c'est ça la grosse erreur et la grosse bêtise que nous, acteurs politiques de ces derniers temps, nous sommes en train de commettre. Opposer le président sortant que le président entrant. Nous ne sommes pas là. Le problème est tellement clair. La Constitution de notre pays dit quoi en rapport avec la scolarité des enfants? L'école primaire est obligatoire et gratuite. Et c'est dans cette obligation-là, ce mécanisme que l'État a fait pour rendre obligatoire les jeunes qui vendent les cacahuètes dans la rue, parce que c'est l'obligation. Les jeunes qui vendent, qui font des pousse-pousse dans la rue, à l'âge de scolarité. C'est ça le problème. La gratuité de l'enseignement n'est pas synonyme de dire vous étiez en train de payer le Minerval à votre enfant, vous ne payez plus. Non! C'est à ceux-là qui ne disposent pas de moyens pour aller à l'école et qui sont en train de vivre gauche-droite, dont les parents ne peuvent pas disposer ne serait-ce que d'un petit moyen pour les envoyer à l'école. C'est à ceux-là seulement que la constitution de notre pays oblige à l'État congolais de les rendre, de l'obliger à aller à l'école. Parce que l'école est non seulement obligatoire d'abord et la gratuité après. Mais maintenant, parlons de l'obligation de l'école. C'est ça le problème. Ça, c'est un peu l'une des thématiques que je l'ai défendue à plusieurs fois, même avant l'élection d'Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai défendu, ce projet-là, à tous les médias. Alors, moi, je dis ceci. Soyons conscients pour notre pays, pour notre République et pour nos enfants. Qui, des fois, il y a parmi les gens qui vont à l'école, il y a d'autres qui ne vont pas à l'école. C'est-à-dire qu'on a laissé la baie principale de l'éducation de nos propres enfants dans la rue. Ce n'est pas parce que toi, tu ne peux plus, tu disposais hier la capacité financière d'envoyer tes enfants à l'école, et qu'aujourd'hui, on vous dit la gratuité directement, vous prenez que non, je ne paye plus. Non, vous devez continuer à payer. C'est à ceux-là qui, des fois, leurs enfants ne peuvent même pas aller à l'école. C'est à ceux-là que l'État doit prendre ses responsabilités pour obligatoirement à l'école. C'est ça, l'école gratuite.
casse la même catégorie est dans la rue. La catégorie des gens qui ont les moyens, qui peuvent disposer, qui peuvent parler bien comme toi, ils se retrouvent maintenant à l'école. C'est ça le problème. Ça, c'est un enjeu quand même important que nous devons quand même reconnaître sur ce que notre pays est en train de traverser, que demain ou après-demain, ça va encore nous rattraper. Parce que nos enfants vont être responsables demain. Et dans quel état ils vont se rendre compte que non, les parents les ont menti, ils les ont conduits dans un schéma qui était tellement obscur, qui n'était pas tellement clair. Alors moi, je vais aujourd'hui prendre mes responsabilités pour qu'on soit clair vis-à-vis de ce que nous posons comme acte, de ce que nous faisons, pour que la dignité de nos enfants puisse suivre. Et c'est ça le combat que nous devons tous mener, et je pense que vous devez en avoir la conscience. Alors vous gardez la parole, parce que nous parlons de la question économique, je pense qu'on va terminer l'émission juste avec cette thématique, parce que c'est quand même importante. Monsieur Michel Kitoko, aujourd'hui, j'ai suivi le gouverneur de la Banque centrale au Parlement qui a dit certains professeurs congolais devaient quand même louer les efforts du gouvernement parce qu'aujourd'hui, le franc a plus de valeur que les dollars. De la même manière que hier, les dollars avaient plus de valeur sur les francs, les Congolais subissaient. Est-ce que, pensez-vous qu'il a raison de dire que nous devons valoriser notre monnaie comme ça s'est fait ailleurs? Ça va nous permettre à ce que nous puissions avoir le pouvoir d'achat équilibré et que les choses s'améliorent, que les chefs d'entreprise puissent chercher les francs au lieu de garder les dollars. Et vous dites très bien que les choses s'améliorent. Vous voyez? Que les choses s'améliorent. Maintenant, il faut se poser. C'est le devoir. Ben oui, mais attendez. Est-ce que le franc a plus de valeur que le dollar? Il dit aujourd'hui. Mais il est dit, mais attendez. Le roi dollar, il a même utilisé aujourd'hui, le roi dollar est en train de subir. Ben oui, mais est en train de subir. C'est ça le problème. Nous avons notre monnaie à nous qui s'appelle le franc congolais. Et je l'ai toujours dit. Pourquoi les comparer à d'autres monnaies étrangères comme le dollar? Ici, la République démocratique du Congo, Est, Ouest, Nord, Sud, nous devons disposer de nos francs congolais qui nous permettent de faire non seulement le commerce, mais de s'occuper directement de l'économie de notre pays. Parce que nous avons une monnaie qui n'a de valeur qu'ici, à l'intérieur de la République démocratique du Congo. En dehors de cette République, notre monnaie est nulle et sans effet. Et sans valeur d'ailleurs. Vous comprenez? Alors maintenant, venir le comparer avec le dollar américain, mais ça c'est vraiment osé. On peut les comparer peut-être avec les autres monnaies de l'Afrique ici, tout ça, que d'aller prendre une monnaie étrangère qui s'appelle le dollar. Et après on le compare ici, oui, moi j'ai baissé le dollar ici, c'est ceci ou cela. Non. L'utilisation de notre monnaie, ici, ça s'appelle quoi? Les francs congolais. Mais c'est avec les francs congolais que nous devons voir comment faire pour qualifier le prix d'achat, tu vois, et pour donner de l'énergie économique à notre pays et à notre population. Maintenant, est-ce que le peuple est tellement content aujourd'hui? Est-ce que le peuple est content aujourd'hui par le fait que non, le dollar a baissé? Ou bien par rapport à ce qu'il a la capacité aujourd'hui d'aller au marché, faire l'économie avec ses francs congolais. Merci, la question, elle est là. C'est des questions très questionnantes, M. Manix. Yinda, est-ce le gouverneur ne vend pas du vent aux Congolais en disant que le roi dollar a perdu sa valeur devant les francs? Quel est l'impact sur le plan social? Parce qu'il semble que la RDC, tout ce que nous consommons ici, nous vient d'ailleurs. Avant d'aller acheter, on aura besoin des dollars. Est-ce que ce n'est pas de la poudre? Ce n'est pas du cosmétique, c'est que le gouvernement est en train de vendre au Congolais? Bon, moi je pense que l'objectif pour la Banque centrale, comme autorité par excellence sur cette question de politique monétaire, n'est pas celui de privilégier la superposition d'une monnaie au détriment de l'autre. Okay. Parce que pour mieux gérer les marchés monétaires congolais, avec les modèles économiques que nous avons aujourd'hui,
il faut plus créer de l'équilibre entre le franc congolais et les dollars. Et lorsque vous créez un déséquilibre, c'est que j'ai qualifié tantôt de superposition d'une autre monnaie sur la monnaie étrangère, la monnaie locale sur la monnaie étrangère, cela va davantage renforcer l'inflation dans ces marchés monétaires. Pourquoi? Parce que notre économie, nous le savons, et ça c'est une réalité inévitable, nous sommes dans une économie dollarisée. Je vous donne des cas le plus patents. Ok. Regardez toutes les banques commerciales que nous avons dans notre pays. Ce sont des banques étrangères et avec des capitaux étrangers. Ce qui voudrait dire si ces banques-là retirent leurs capitaux dans le marché commercial congolais, l'économie du pays va s'effondrer. Vous prenez les entreprises minières. 99% des entreprises qui opèrent sur le marché minier congolais, ce sont des entreprises des étrangers. Encore une fois, avec des capitaux étrangers. Si ces gens-là retirent leurs capitaux, ils ferment leurs entreprises, l'économie congolaise sera par terre. C'est-à-dire, lorsque nous voulons réfléchir sur cette question de l'économie extravertie, je pense que nous devons tenir compte de plusieurs paramètres. Je suis très content d'être en face d'un lumumbiste, mais je pense que Lumumba a laissé des grands chantiers que nous, les Congolais d'aujourd'hui, que nous devons achever. Parce que le plus grand pari pour Lumumba, c'était celui de donner au Congo une véritable indépendance politique. Et Lumumba peut partir en paix parce que le Congo, politiquement, est reconnu comme un État indépendant. Mais quid alors de l'indépendance économique? C'est la meilleure question. Lorsque nous parlons de l'économie, est-ce que nous pouvons continuer à considérer la RDC comme un État économiquement indépendant? Non, non, nous sommes sous la dépendance des autres. Du moment où nous sommes sous les jougs du FMI, de la Banque mondiale, de la BAD, de toutes ces institutions de Bretton Woods qui en réalité assujettissent la RDC à leur caprice parce qu'ils détiennent le monopole financier sur la RDC. Comment faire pour contourner? Comment faire pour contourner? Parce que pour contourner, nous ne sommes pas un État bébé quand même, on doit s'assumer, avoir... Cher ami, pour contourner, il faut asseoir une véritable politique de l'indépendance économique qui consisterait sur quoi? Je vous donne quelques points majeurs. Regardez par exemple le patronat congolais. Vous savez qu'à l'époque, nous avions eu dans ce pays des grands opérateurs économiques nationaux. Je prends l'exemple de Tatouka Sebou. Je prends l'exemple de Bemba Saolona qui était dans le secteur de l'aviation avec Sibé Zahir. Je prends l'exemple de Papa Dokolo de l'époque, qui était d'ailleurs le premier Congolais à avoir créé une banque agricole ici au Congo. Et tant d'autres personnes, le sénateur, l'ancien sénateur Ngoulou qui était dans le marché des cafés et des caoutchoucs. Le mot qui a aussi. Les mots qui étaient dans cette logique-là. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde droit dans les yeux, qui sont les opérateurs congolais? Les opérateurs économiques congolais. Qui vendent le riz? Qui sont ces nationaux congolais qui vendent le riz dans le marché économique congolais? Ce sont les Pakistanais. Ce sont des Libanais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu de rendre notre économie beaucoup plus indépendante, nous-mêmes, nous avons laissé notre économie à la merci des expatriés. Regardez comment les Libanais construisent ici dans notre pays. Vous savez que dans notre législation, il est interdit à tout expatrié de se livrer à un type d'activité commerciale détaillant. Mais vous voyez un Chinois qui vend un stylo. Vous voyez un Chinois qui vend une chemise. Aux yeux et au su des autorités de la République. Là, vous donnez raison. J'ai l'impression que vous donnez raison maintenant, M. Michel Kitto, qui a la force de l'État. Je l'avais déjà dit en réalité, sur certaines questions, des compréhensions des réalités de notre pays, moi avec M. Michel. Vous mettez d'accord? On réfléchit de la même manière. À la seule différence, son péché, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous vivons le pire par rapport à hier. Son péché originel. C'est ça son plus grand péché pour cette émission d'aujourd'hui. Et je sais, au sortir de cette émission, il ne va plus reproduire cette même formulation. Il va se convertir. Je reviens sur le deuxième élément. Ok, chité. L'aspect
infrastructure et connectivité routière. Mon cher ami, vous savez que si la RDC arrive à connecter tous les Congos par des routes interprovinciales, nous allons sensiblement booster notre économie. Pourquoi? Parce que les marchés locaux, c'est un marché qui est relayé par des Congolais que nous sommes. Les nationaux. Mais si vous allez par exemple à Kivu, à Goma par exemple, à Goma, vous savez qu'il y a des pommes de terre. Maintenant, comment les pommes de terre de Goma peuvent quitter de Goma pour être bénéfiques à une population de Mbandaka si vous n'avez pas une voie routière pour permettre à une transaction commerciale? Comment les poissons de l'Équateur peuvent bénéficier à une population du Congo central s'il n'y a pas une route qui relie le Congo central et l'Équateur? Le vrai développement commence par ces histoires-là. La route, l'énergie. Comment on peut parler de l'économie aussi longtemps que notre secteur de l'énergie est totalement en berne? J'étais estomaqué, mon frère. Je suis arrivé dans la ville de Mwanda, qui est pratiquement dans la province qui produit l'essentiel de l'électricité en République démocratique du Congo, au point même d'en vendre dans nos pays étrangers. Mais à Mwanda, il n'y a pas d'électricité. Comment vous pouvez imaginer ça? Est-ce qu'on peut parler du développement économique dans ce pays sans l'électricité? Merci. Ça veut dire qu'il faudrait que le gouvernement, moi, si j'étais à la place du président de la République, lorsque le Premier ministre qui arrive à la tête du gouvernement veut mettre en place un programme, je conseillerais à mon Premier ministre d'éviter des programmes avec des objectifs inutiles. Un gouvernement peut travailler dans son mandat, ne serait-ce que sur deux piliers, les routes et l'énergie. C'est-à-dire, vous arrivez, votre programme est axé seulement sur les routes et l'énergie. Et vous travaillez pendant 2 ans, 3 ans que sur les routes et l'énergie. Pourquoi? Parce que ces deux secteurs vont générer des effets positifs sur les autres secteurs et c'est ce qui va créer du développement. Merci, M. Manix Yenda. Ici, on réfléchit pays. Ici, on ne fait pas le make-up politique. Alors, M. Michel Kitoko, il y a eu quand même un programme de PDL 145 territoires. Est-ce que ce programme n'était pas si important pour booster l'économie ou booster certains secteurs? Parce que sans les routes, sans certaines choses des bases, on ne peut rien. Ben, vous dites que c'est un programme. Est-ce que ce programme est en application? Bon, il semble qu'il y avait Bon, voilà. Non, mais il semble, toujours, il semble. Il y avait déjà les avancées. Moi, je suis réaliste. Demain ou après-demain, cette émission va nous rappeler encore beaucoup de choses et beaucoup d'éléments de ce que nous disons. Que le programme fait dans un bureau où des groupes d'individus sont réunis et ils sont payés pour ça et ils vont publier les programmes. Et si vous pensez que ce programme-là est dû à une application, là, on passe à côté encore de la plaque. Il venait de dire quelque chose. Attends, il venait de dire quelque chose ici sur le plateau, que au moins si les gouvernements pouvaient mixer sur des projets essentiels, c'est déjà une bonne chose. Et c'est ma bataille depuis longtemps. Mais au moins aujourd'hui, vous veniez de le dire exactement comme je l'ai toujours dit. Ça coûte quoi à l'État congolais de mixer, mettre le moyen pour une autoroute d'ici qui s'engane? On peut insulter, oui, il ne fait pas ceci, oui, mais au moins, il pilonne jusqu'à Kisangani. Kinshasa Kisangani. Une voie de communication. Pas voie de communication, la voie routière. Oui, ça communique. Non, mais okay. Oui, la voie routière. Et de Kisangani, une autre voie qui va jusqu'à Goma, par exemple. Mais s'il y a déjà ça, on sait que non, il y a un minimum qui va permettre à ce que le Congolais ici, le véhicule que nous voyons gauche-droite qui traîne depuis Mwanda, arriver à Kinshasa, les embouteillages incroyables, ainsi de suite, tout ça, les gens ils vont commencer à appliquer les trajets routiers avec les autoroutes,
avec le poids lourd, quitter Kinshasa jusqu'à Kisangani. Au lieu de faire les bateaux où il y a des problèmes de difficultés, des trajectoires, et ainsi de suite. C'est ça le problème. Que la grandeur de notre pays, face à l'économie que nous avons aujourd'hui, qui est nulle. On vous dit 20 milliards, tu vas faire 20 milliards sur toute l'étendue de la République. Il faut concentrer ça sur plusieurs schémas, notamment par exemple 2, 3, 4 schémas, vous réussissez. Est-ce que le chef n'aura pas de problème s'il se concentre sur des secteurs, les autres vont dire peut-être ton prédécesseur, quand même toucher un peu Attendez. Il n'y aura pas un seul président ici en République démocratique du Congo qui sera à la présidence et qui n'aura pas de critiques. Aussitôt vous entrez aujourd'hui à la présidence de la République, aussi les lendemains les critiques commencent. S'il faut même en inventer, ils vont en inventer. Le problème n'est pas là. Ce n'est pas à lui de regarder, oui, ils sont en train de critiquer, mais c'est voir l'orientation de ce qu'on doit pouvoir faire pour la République démocratique du Congo. Merci, M. Michel. Oui. Merci, c'était quand même votre mot de la fin, parce que vous avez commencé l'émission, M. Donc, en quelque sorte, vous conseillez au président d'utiliser une dictature positive. Non, je ne voudrais pas emprunter vos mots, c'est très dangereux. Lorsqu'on parle d'une dictature positive, dans les secteurs du développement, sans pour autant savoir... Il impose, parce que vous lui demandez de se focaliser peut-être sur des secteurs, de moins que l'urgence est dans tous les secteurs. Donc, il doit avoir une dictature positive. Je m'impose dans son... Attends, hein. Okay. Est-ce que ça revient au président de la République? Parce que moi, je sais que le programme du gouvernement ici, avec qui est responsable au Parlement, ce n'est pas justement, c'est au Premier ministre, dans sa responsabilité constitutionnelle, d'être responsable face à son Parlement. Ce n'est pas au président de la République. Le professeur Bouchard nous parle que nous sommes dans un régime primo-ministériel. La responsabilité du président de la République entre même dans la gestion quotidienne du pays, même si cette responsabilité relève de l'apanage du gouvernement. Déjà que nous sommes dans un exécutif bicéphaliste où il y a le président de la République comme chef de l'exécutif et le Premier ministre comme chef du gouvernement. Et donc, le Premier ministre a la mission de répercuter la vision gouvernementale du président de la République dans son action au moyen de son programme. Mais je voudrais quand même observer quelque chose. Vous savez, j'ai remarqué que dans notre pays, nous parlons plus de programme du gouvernement. Mais de moins en moins, nous parlons de plan stratégique du développement. Ok. Parce que le plan stratégique du développement est défini par rapport à une période aussi longue, à l'échelon, par exemple, de 50 ans de projection. Il y a tout un ministère, c'est un ministère du plan. Mais justement, or, chez nous, lorsqu'on parle du plan stratégique de développement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien. On gère le pays par rapport au programme adapté par chaque Premier ministre qui arrive au regard de la politique de celui qui gère le pays pendant ce temps-là. Il y a la continuité de l'État. Mais oui, la continuité de l'État encore se manifeste beaucoup plus lorsqu'il y a un plan stratégique de développement. C'est-à-dire, lorsque Tshisekedi va partir, c'est lui qui vient, il trouve un plan stratégique de développement qui consiste, par exemple, à s'activer sur le projet du port en eau profonde des bananes à l'échelon d'une période bien déterminée. Ce président-là sera obligé de terminer ce projet parce que ça entre dans le plan stratégique du développement du pays à l'horizon 2060, par exemple. Okay. C'est ça, en fait, gérer le pays. Mais malheureusement, chez nous, on gère le pays par rapport aux confections artificielles de programmes proposés par les politiques, alors que sur le terrain, ces programmes-là n'apportent pas assez de solutions. Je finis par cet élément. De l'autre côté, il faut que les Congolais prennent conscience. Moi, je suis de ceux qui ne postulent pas à l'idée de ces modèles démocratiques que nous avons aujourd'hui. Je considère la démocratie congolaise comme un véritable virus au développement de notre pays. Véritable virus qui empêche à notre pays de s'engager dans un élan de décollage, surtout sur le plan économique. Okay. Parce que cette histoire de chaque
5 ans, organiser des élections, moi je dis, ça nous coûte absolument de l'argent pour rien. Alors que nous pouvons concevoir un modèle démocratique qui nous épargnait, par exemple, à ce genre de dépenses que l'on pouvait orienter dans d'autres secteurs pour booster ces secteurs et créer le véritable développement. Je donne un exemple. Vous prenez toute cette panoplie de partis politiques qui existent dans notre pays. Vous les synchronisez à 3 blocs, selon les mouvances idéologiques. Le bloc des démocrates, les blocs des républicains et les blocs des centristes. C'est-à-dire, lorsque vous regardez les blocs des démocrates, essentiellement les socialistes, vous allez retrouver dedans les PPRD, l'UDPS et tous les autres partis politiques. Ils seront dans un même bloc. Et à leur niveau, ils vont s'organiser au niveau de primaire pour choisir celui qui deviendra le président de la République après 10 ans de gestion de tel bloc. C'est-à-dire, moi, je propose un système rotatif de gestion du pays. Le bloc des centristes gère le pays pendant 10 ans. 10 ans après, ceux de droite récupèrent. Ils gèrent le pays pendant 10 ans. 10 ans après, ceux de gauche récupèrent et ainsi de suite. Entre-temps, ça nous épargne des milliards et des milliards que nous dépensons chaque année pour organiser les élections. Encore que dans le mental de l'homme politique congolais et africain, lorsque le président africain arrive au bout de son mandat, il ne réfléchit pas à la logique de son peuple. Il ne pense plus à son peuple. Il réfléchit sur comment protéger mon pouvoir et rester le plus longtemps possible. Or, si on nous épargne de ces élections-là, je pense qu'on pourra canaliser les fonds de la République pour des intérêts majeurs du peuple. Et pour ça, on peut refonder l'État par une convention nationale et non un forcing de changement de constitution comme on le voit aujourd'hui. C'est comme ça que je prône pour un dialogue qui nous mettrait dans un format d'une démocratie consensuelle dont le peuple va donner les mandats aux politiques pour retracer une nouvelle trajectoire de la destinée de notre pays. Merci, M. Manix Iyenda, également à M. Michel Kitoko. Je pense que cette émission a nourri plusieurs personnes, mais moi je m'aimerais quand même amplifier ce que Manix a dit et ce que M. Michel a dit par une nouvelle classe politique. Non, par une nouvelle classe dirigeante. Non, pas politique, s'il vous plaît. Quand j'ai dit une nouvelle classe politique, non, c'est pas pareil. S'il vous plaît, une nouvelle classe politique. Les dirigeants sont aussi même dans la justice. S'il vous plaît. Dans l'administration. Une nouvelle classe politique vaccinée par le patriotisme exagéré. Parce que si on est patriote, on est congolais de bonne qualité, vous allez travailler dans la vision pour aider votre pays à aller de l'avant. Là, je suis tenté, peut-être que je ne serai pas d'accord avec Manix, de croire peut-être à 5% à Kabila, qui avait dit entre les élections et les développements, vous devez faire un choix. Nous devons faire un choix. Donc, les élections nous coûtent beaucoup. Ça devient un virus contre la santé de la République. Est-ce que la démocratie est-elle avantageuse pour les pays africains? S'il vous plaît, monsieur Delphin, lorsque vous parlez de la démocratie, il faut bien préciser. Est-ce la démocratie politique est-elle avantageuse pour l'avenir de notre pays? Parce que dans la démocratie, il existe aussi une démocratie économique, une démocratie sociale et une démocratie culturelle. La seule chose dont je suis d'accord sur la question que sur notre pays, c'est lorsqu'on peut permettre à réduire le nombre de partis politiques à des tendances, comme il venait de le dire, je l'ai toujours dit, à des tendances de gauche, droite et centristes. Et les trains de vue des institutions. Et vous pensez, je vous donne un exemple. Vous savez que l'UDPS et le PPRD sont d'une même tendance. Bien sûr. Mais et regardez le combat qu'ils sont en train de démontrer à la face du monde. De la création de leur parti, vous comprenez? comme des siamois. Mais non seulement ça, c'est ça. Est-ce qu'ils vont comprendre que non, ils sont à gauche ou ils sont à droite? Mais je sais qu'ils sont des gauchistes. Merci. Mais ce qui est grave encore avec le régime, parce que vous ne voulez pas que je dise ça, mais au moins c'est grave. Vous prenez Jean-Pierre Bemba, il est de droite. Comment quelqu'un de droite va travailler avec un gauchiste de manière permanente et récurrente pour tirer quoi, quelle valeur? C'est ça le problème. Au nom de la patrie de l'Union sacrée, ils peuvent se mettre d'accord quand le pays est en feu. Merci à vous, merci.
Merci également. On a répondu à notre invitation. Monsieur Michel Kitoko, je précise que vous êtes directeur de la Fondation Patrice Emery, Lumumba également l'initiateur d'un mouvement Pesa Fongo l'avocat. Merci à vous également, Monsieur Manix Yenda, un scientifique vacciné et confirmé, repère pour la jeunesse. Mais j'aimerais quand même que M. Michel me dise Fongo la moto ça la main. Maintenant, mais justement, Pesa. Oh, il y a dit. Merci à vous. Cette émission est déjà en ligne sur notre chaîne et dans nos plateformes au Centre TV Delca Télévision. Vos commentaires et notre RDC est possible. Au revoir.